garçon à la peau verte. Un pays menacé de mort et rongé par un mal très étrange. Et voilà que Bastien, irrésistiblement, entrait dans l'histoire, une histoire fantastique qui recommençait avec lui, qui s'appelle l'Histoire sans fin. Le roman de Michael Ende, parce que c'est lui qui l'a écrit, est un véritable enchantement. C'est aussi un plaidoyeur passionné pour le droit à la fantaisie, à l'imagination, au rêve, dans un monde où il n'existe presque plus, où ce monde-là n'existe presque plus à l'heure actuelle. C'est enfin le récit de voyage initiatique dans la plus pure tradition romantique, traduit enfin de cette langue, un best-seller partout. L'Histoire sans fin est un phénomène de l'édition mondiale. Un grand film de Wolfgang Peter Sand en a été tiré il y a très longtemps. J'étais toute petite quand je le voyais, ce film, et j'adorais. On commence la lecture. Êtes-vous prêts? Oui. Allez. Histoire sans fin. Alors, c'est le chapitre 0. Alors, on voit comme ça une inscription sur la vitrine. Je vous montre un peu plus près. Sur la vitrine. Voilà, c'est ça. Sur la vitrine du boutiquaire. Vous allez comprendre. Telle était l'inscription que l'on pouvait lire sur la porte vitrée d'une petite boutique, mais elle ne se présentait de la sorte que pour celui qui, de l'intérieur de la pièce sombre, regardait au dehors à travers la glace. Dehors, c'était un matin gris et froid de novembre et il pleuvait à verse. Les gouttes dégoulinaient le long de la paroi de verre. Par-dessus les lettres tarabiscotées, tout ce que l'on parvenait à distinguer à travers la vitre, c'était un mur taché d'eau de l'autre côté de la rue. Soudain la porte fut poussée avec tant de violence qu'une petite grappe de clochettes en laiton qui était suspendue juste au-dessus en fut ébranlée et tinta un long moment avant de s'immobiliser à nouveau. Celui qui avait provoqué ce tintamarre était un petit garçon assez gros qui pouvait avoir 10 ou 11 ans. Ses cheveux étaient bruns foncés, mouillés, lui pendait sur le visage son manteau dégoûté, trempé par la pluie, et il portait un cartable fixé à l'épaule par une courroie. Il était un peu pâle et hors d'haleine, mais rompant après la précipitation qu'il avait manifestée jusque-là, il restait planté sur le seuil de la porte ouverte, comme s'il avait pris racine. Devant lui s'étendait une pièce longue et étroite qui, vers le fond, se perdait dans la pénombre. En effet, les
Je sais bien de nos jours, c'est la mode que le monde entier fasse avec vous 1001 immagrées, moi pas. Je ne suis en aucun cas un ami des enfants. Pour moi, les gosses ne sont que des braillards idiots, des casse-pieds qui démolissent tout, qui barbouillent les livres de confiture, qui arrachent les pages, et du diable s'ils se préoccupent de savoir si les adultes n'ont pas aussi leurs soucis et leurs tracas. Je te dis ça simplement pour que tu saches où tu te trouves. D'ailleurs, il n'y a chez moi aucun livre pour enfants, et pour ce qui est des autres, je ne t'en vendrai surtout pas. Voilà, j'espère que nous nous sommes enfin compris. Il avait prononcé toute cette tirade sans ôter la pipe de sa bouche. Il rouvrit ensuite son livre et reprit sa lecture. Le petit garçon baissa la tête sans mot dire et fit demi-tour prêt à s'en aller. Mais il lui apparut soudain qu'il pouvait peut-être trouver quelque chose à répondre à ce discours. Aussi se ravisa-t-il et se retournant, il dit à mi-voix: ils ne sont pas tous comme ça. L'homme leva lentement les yeux de son livre et ôta une nouvelle fois ses lunettes. Tu es encore là, toi? Mais que faut-il donc faire pour arriver à se débarrasser de quelqu'un de ton genre? Tu peux me le dire? Et qu'est-ce que tu as donc de si exceptionnellement important à raconter? Rien d'important, répondit le garçon d'une voix encore plus basse. Je voulais simplement dire, tous les enfants ne sont pas comme vous dites. Ah bon? L'homme haussa les sourcils, feignant la surprise. Et je suppose que c'est toi, justement, l'énorme exception, non? Le gros garçon ne trouvait pas de réponse. Il se contenta de hausser légèrement les épaules et se tourna vers la porte. Et des manières, entendit-il grogner derrière lui. Tu n'as pas pour dessous de manières, sinon tu aurais dû au moins commencer par te présenter. Je m'appelle Bastien, répondit l'enfant. Bastien Balthazar Bux. Un bien curieux nom, grogna l'homme, avec ses 3 B. Mais après tout, tu n'y peux rien. Ce n'est pas toi qui t'es baptisé. Moi, je m'appelle Karl Conrad Corander. Ça fait 3 K, dit l'enfant d'un ton sérieux. Oui, répond grommela le vieil homme, c'est exact. Il projeta en l'air quelques petits nuages de fumée. Mais pas. Peu importe comment nous nous appelons, puisque nous ne nous reverrons pas. Pourtant, il y a encore une chose que je voudrais savoir. Comment se fait-il que tu te sois rué comme une flèche dans ma boutique tout à l'heure? On avait tout à fait l'impression que tu fuyais quelque chose. C'était le cas? Bastien baissa la tête. Son visage plein se fit soudain très pâle encore et ses yeux plus ronds. Tu as probablement fauché la caisse d'un magasin, insinua M. Corander, ou attaqué une vieille dame, ou fait une de ces choses que vous faites de nos jours. Est-ce que la police est à tes trousses, mon enfant? Bastien secoua la tête. Parle, dit M. Corander. Devant qui t'es-tu sauvé? Devant les autres. Quels autres? Les enfants de ma classe. Pourquoi?
Ils ne me laissent jamais tranquille. Qu'est-ce qu'ils te font donc? Ils me guettent à la sortie de l'école et ensuite, ils me crient des tas de choses. Ils me bousculent et se moquent de moi. Et tu les laisses faire. Monsieur Corentin considéra un instant le garçon d'un air réprobateur, puis demanda: pourquoi est-ce que tu ne leur fiches pas tout simplement une raclée? Bastien le regarda. Non, ça ne me dit rien. D'ailleurs, je ne suis pas bon à la boxe et la lutte. Voulut savoir monsieur Corentin. La course, la natation, le football, la gymnastique, tu n'as aucune aptitude là non plus. L'enfant secoua la tête. En d'autres termes, reprit monsieur Corentin, tu es une poule mouillée. Bastien haussa les épaules. Mais tu peux au moins parler, objecta monsieur Corentin. Pourquoi ne leur rends-tu pas la monnaie de leurs pièces quand ils te narguent? Je l'ai fait une fois, et alors ils m'ont flanqué dans la poubelle et ils ont rabattu le couvercle dessus. J'ai hurlé pendant 2 heures avant que quelqu'un ne m'entende. Ah, grogna monsieur Corentin, et maintenant tu ne t'y risques plus. Bastien secoua la tête. Eh bien, conclut monsieur Corentin, tu es un froussard par-dessus le marché. Bastien baissa la tête. Tu es probablement un bel ambitieux, non? Le meilleur de la classe peut-être, avec rien que des 10 sur 10, le chouchou de tous les professeurs, pas vrai? Non, répondit Bastien, les yeux toujours baissés. L'année dernière, j'ai redoublé. Dieu du ciel! S'exclama monsieur Corentin. Alors tu es à rater sur toute la ligne? Bastien ne disait rien. Il restait planté là, les bras ballants, le manteau dégoûtant. Et qu'est-ce qu'il crie donc quand il se moque de toi? Voulut encore savoir monsieur Corentin. Oh, tout ce qu'on peut imaginer. Par exemple, Alexandre est assis sur le pot de chambre, il se cassante le pot. Alexandre dit tout haut: c'est parce que je suis trop gros. Pas très malin, remarqua monsieur Corentin. Et quoi d'autre? Bastien hésita avant d'énumérer: ma boule, avorton, fanfaron, faucheton. Pourquoi ma boule? Parce que je parle parfois tout seul. Et qu'est-ce que tu te racontes, par exemple? Je m'invente des histoires, j'imagine des noms et des mots qui n'existent pas. Et tu te racontes tout cela à toi-même? Pourquoi? Eh bien, c'est qu'il n'y a personne d'autre que ce genre de choses intéresse. Monsieur Corentin ne put se tuer un moment pensif. Et qu'est-ce que tes parents en pensent? Bastien ne répondit pas tout de suite. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'il murmura: papa ne dit rien. Il ne dit jamais rien. Tout lui est bien égal. Et ta mère, elle, hélas, elle n'est plus là. Tes parents sont séparés. Non, répondit Bastien, elle est morte. À cet instant, le téléphone sonna. Monsieur Corentin se leva avec quelque difficulté de son fauteuil et traîna la savate jusqu'à un petit cabinet qui était à l'arrière de sa boutique. Il décrocha et Bastien l'entendit confusément qui disait son nom. Puis la porte du cabinet se referma et il perçut, plus qu'un murmure étouffé, Bastien était planté
Il ne savait pas bien ce qui lui était arrivé, ni pourquoi il avait tant parlé, fait toutes ses confidences. Il détestait qu'on le questionne ainsi. Et subitement, l'idée lui vint qu'il allait arriver très en retard à l'école. Mais oui, c'était sûr. Il fallait absolument qu'il se dépêche, qu'il court. Pourtant, il est resté cloué sur place. Il n'arrivait pas à se décider. Quelque chose le retenait. Il ne savait pas quoi. Du cabinet continuait à lui parvenir un bruit de voix étouffée. C'était une très longue conversation téléphonique. Bastien prit conscience du fait. Qu'il n'avait pas cessé un seul instant de fixer le livre que M. Corentin avait eu entre les mains et qui était maintenant posé sur le fauteuil. Il ne pouvait tout simplement pas en détourner son regard. C'était comme si de ce livre émanait une force magnétique qui l'attirait irrésistiblement. Il s'approcha du fauteuil, étendit lentement la main, toucha le livre, et au même instant, il sentit au fond de lui comme un déclic, comme si un piège venait de se fermer. Bastien eut le sentiment obscur que par ce contact, il avait déclenché un processus irréversible qui désormais suivrait son cours. Il souleva le livre et l'examina sous tous les angles. Il était relié en soie couleur de cuivre et étincelait quand on le manipulait. En le feuilletant rapidement, Bastien vit qu'il n'y avait pas d'illustration, mais des lettrines très grandes et splendides. En regardant à nouveau la reliure plus attentivement cette fois-ci, il y découvrit deux serpents, un clair et un foncé, qui se mordaient la queue l'un l'autre, décrivant ainsi un ovale. À l'intérieur de cet ovale figurait le titre en lettres curieusement entrelacées, l'histoire sans fin. C'était une chose bien mystérieuse que les passions humaines, et il en va de même en cette matière pour les enfants et pour les adultes. Ceux qui sont atteints ne peuvent pas s'expliquer, et ceux qui n'ont rien vécu de semblable ne peuvent pas les comprendre. Il y a des hommes qui risquent leur vie pour venir au bout d'un pic de montagne. Personne, même pas eux, et ne pourrait vraiment expliquer pourquoi ils font ça. Il y en a aussi qui se ruinent pour conquérir le cœur d'une certaine personne qui ne veut rien entendre. D'autres courent à leur perte parce qu'ils sont incapables de résister au plaisir de la table ou à ceux de la bouteille, ou encore renoncent à tout ce qu'ils possèdent dans l'espoir de gagner à un jeu de hasard ou sacrifient tout à une idée fixe qui ne se concrétisera jamais. Certains croient ne pouvoir être heureux qu'ailleurs que là où ils sont et passent leur vie à courir le monde. Il y en a des gens, enfin, qui n'ont de cesse de devenir puissants. Bref, il y a autant de passions différentes que d'individus. La passion de Bastien Balthazar Bux, c'était les livres. Qui n'a jamais passé tout un après-midi sur un livre, les oreilles en feu et les cheveux en bataille, à lire et lire encore, oublieux du monde alentour,
sensible à la faim ou au froid? Qui n'a jamais lu en cachette sous la couverture, à la lueur d'une lampe de poche, parce qu'un père ou une mère, ou quelque personne bien attentionnée, avait éteint la lumière, dans l'idée louable que le moment était maintenant venu de dormir, puisque demain il faudrait se lever très tôt. Qui n'a jamais versé ouvertement ou en secret des larmes amères en voyant se terminer une merveilleuse histoire, et en sachant qu'il allait falloir prendre congé des êtres avec lesquels on avait partagé tant d'aventures, que l'on aimait et admirait, pour qui on avait tant tremblé et espéré, et sans la compagnie desquels la vie allait paraître vide et dénuée de sens. Celui qui n'a pas fait lui-même l'expérience de tout cela comprendra visiblement pas le geste de Bastien, parce que lui c'était les livres. Il regardait fixement le livre et le titre, et il se sentait alternativement bouillant et glacé. C'était bien là ce dont il avait tant de fois rêvé, ce qu'il souhaitait trouver depuis le jour où la passion des livres s'était emparée de lui. Une histoire qui ne finit jamais, le livre des livres. Il lui fallait ce livre à n'importe quel prix. À n'importe quel prix, facile à dire, même s'il avait pu proposer plus de 3 marques et 15 filets d'argent de poche qu'il avait sur lui. Ce peu aimable monsieur Corentin lui avait déjà nettement fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention de lui vendre le moindre livre. Quant à lui en faire cadeau, il ne fallait même pas y penser, c'était donc sans espoir. Et pourtant, Bastien savait qu'il ne pouvait pas s'en aller sans ce livre. Il voyait maintenant très clairement qu'il était venu ici uniquement à cause de ce livre qu'il avait en quelque sorte appelé de quelque mystérieuse façon, parce qu'il voulait être à lui, parce qu'il lui appartenait en réalité depuis toujours. C'est drôle, mais c'est comme ça. Bastien tendit l'oreille vers le cabinet, d'où lui parvenait toujours le même murmure de voix. Avant même de s'être rendu compte de ce qu'il faisait, il avait à la hâte dissimulé le livre sous son manteau et le pressait contre lui, sans faire le moindre bruit. Il recula jusqu'à la porte de la boutique, les yeux anxieusement braqués sur l'autre porte, celle du cabinet, et prudemment il appuya sur la poignée. Il voulait éviter de déclencher le tintement des clochettes de laiton. Aussi se contenta-t-il d'entr'ouvrir la porte vitrée juste assez pour qu'elle lui livre passage. Une fois dehors, il prit soin de la refermer tout doucement, tout doucement. Alors seulement, là, il se mit à courir pour de bon. Dans son cartable, les cahiers, les livres et le plumier sautillaient et cliquetaient au rythme de ses pas. Il ressentit un point de côté, mais continua à courir. La pluie ruisselait sur son visage, lui dégoulinait dans la nuque, à l'intérieur de son corps.
les arguments qui avaient été si convaincus, lui parurent soudain contestables et se mirent à fondre comme des bonhommes de neige sous le souffle enflammé d'un dragon. Il avait dérobé le livre, c'était un voleur. Son délit était même pire qu'un vol ordinaire. Le livre avait une valeur absolument unique et irremplaçable, certainement le plus précieux trésor de M. Corentin. Dérober son instrument, un violoniste ou un roi sa couronne, cela représentait autre chose que de vider un tiroir-caisse. Ne trouvez-vous pas? Pourtant, tout en continuant à courir, il serrait le livre sous son manteau. Il ne voulait pas le perdre, quoiqu'il risquât de lui en goûter. C'était la seule chose qu'il possédait encore sur cette terre, car il ne pouvait évidemment plus rentrer à la maison. Il essayait de se représenter son père assis dans la grande pièce aménagée en laboratoire et travaillant autour de lui des douzaines de moulages en plâtre de mâchoires humaines, car il était mécanicien dentiste. Bastien ne s'était encore jamais demandé si son père aimait vraiment faire ce travail. C'était la première fois que la question lui venait à l'esprit, et désormais il ne pourrait plus jamais la lui poser. S'il rentrait maintenant à la maison, son père sortirait du laboratoire en blouse blanche, avec peut-être une mâchoire de plâtre dans la main, et lui demanderait « Déjà de retour ?» « Oui, répondrait Bastien. Pas d'école aujourd'hui. Il voyait devant lui le visage calme et triste de son père, et il savait qu'il lui serait tout à fait impossible de mentir. Et pourtant, il ne pouvait pas non plus lui dire la vérité. Non, tout ce qui lui restait à faire, c'était de s'en aller n'importe où, très loin. Il ne fallait pas que le père apprenne que son fils était devenu un voleur. Peut-être ne s'apercevrait-il jamais que Bastien n'était plus là. Cette pensée avait même quelque chose de réconfortant. Bastien s'était arrêté de courir. Il allait maintenant à pas lents, et il aperçut au bout de la rue le bâtiment de l'école. Sans s'en rendre compte, il avait retrouvé dans la course le chemin familier. La rue lui parut complètement déserte, même s'il y avait çà et là quelques passants. À celui qui arrive très en retard à l'école, l'univers tout autour semble toujours dépeuplé. Bastien sentait sa peur s'accroître à chaque pas. Il avait de toute façon peur de l'école, cadre de ses échecs quotidiens, peur des maîtres qui, dans un esprit de conciliation, faisaient appel à sa conscience, ou qui déchargeaient sur lui leur bile, leur haine. Il avait peur des autres enfants qui s'amusaient à ses dépens et ne perdaient jamais une occasion de lui faire sentir combien il était maladroit et sans défense. Depuis toujours, il voyait l'école comme une sorte de peine de prison indéfiniment longue qui durerait jusqu'à ce qu'il soit adulte et qu'il lui fallait purger en silence et dans la résignation.
les manteaux mouillés, quand le silence au saguet dans les bâtiments lui boucha soudain les oreilles avec ses tampons tout hâte, et quand il se retrouva pour finir devant la porte de la salle de classe, peinte dans le même vert épinard que les murs alentour, il vit clairement qu'ici non plus il n'avait désormais plus rien à faire. Bien sûr, il devait partir, oui, c'était évident, alors autant s'en aller tout de suite. Mais pour aller où? Bastien avait lu dans ses livres des histoires de garçons qui se font engager sur les bateaux comme matelots et parcourent le vaste monde pour faire fortune. Il y en avait aussi qui devenaient pirates ou héros, et d'autres qui, devenus riches, rentraient au pays après bien des années sans que personne devine qui ils étaient. Mais Bastien ne se sentait pas capable de ce genre de choses. Il n'arrivait pas non plus à s'imaginer d'ailleurs que l'on puisse l'engager comme mousse. D'ailleurs, il n'avait pas le moindre idée du moyen de parvenir dans un port où il y aurait des bateaux susceptibles de se presser à une entreprise téméraire de ce genre. Et soudain, il sut quel était le bon endroit, l'unique endroit où, provisoirement du moins, il ne se risquait pas d'être cherché ni trouvé. Le grenier était vaste et sombre. Il y régnait une odeur de poussière et d'antimite. Pas un bruit, hormis le léger tambourinement de l'eau sur le cuivre de l'immense toit, d'imposants piliers noircis par l'âge, s'élevaient à intervalles réguliers du plancher, croisés à une certaine hauteur. Les poutres de la charpente puis se perdaient dans l'obscurité. Ça et là pendaient des toiles d'araignées aussi grandes que des hamacs, et que le courant d'air animait d'un balancement léger, surnaturel. De la lucarne percée dans un toit tombé un rayon de lumière laiteuse. La seule trace de vie dans cet univers où le temps paraissait suspendu, c'était une petite souris qui sautillait de temps en temps sur le plancher, laissant dans la poussière de minuscules empreintes. On voyait courir entre les traces de pattes à l'emplacement de la petite queue une fine traînée. Soudain, elle se redressa au saquet, puis disparut, dans un trou entre les planchers. Fou que ça fait. On entendit le bruit d'une clé tournant dans la grosse serrure. La porte s'ouvrit lentement en grinçant, et un long rayon de lumière traversa un instant la pièce. Bastien se faufila dans le grenier, puis la porte se rabattit avec un nouveau grincement et se referma. Il introduisit de l'intérieur la grosse clé dans la serrure et la fit tourner. Il poussa également le verrou et eut un soupir de soulagement. Cette fois,
Il était très rare que quelqu'un vienne jusqu'à ce grenier. Il en était à peu près sûr, et même si le hasard voulait qu'aujourd'hui précisément, ou demain, quelqu'un ait quelque chose à y faire, il trouverait la porte fermée, la clé n'était plus à sa place, et dans le cas où l'on parviendrait d'une façon ou d'une autre à ouvrir la porte, Bastien aurait encore le temps de se dissimuler au milieu du bric-à-brac. Peu à peu, ses yeux s'habituaient à la pénombre. Il connaissait cet endroit. 6 mois auparavant, le concierge de l'école lui avait demandé de l'aider à transporter une grande corbeille à linge remplie de vieux formulaires et documents qu'il fallait mettre au grenier. C'est à cette occasion que Bastien avait vu où était rangée la clé. Dans un petit placard mural au niveau du palier supérieur. Il n'y avait plus jamais repensé par la suite, mais aujourd'hui, il s'en était ressouvenu. Bastien commença à avoir froid, car son manteau était trempé et il ne faisait pas chaud du tout là-haut. Il lui fallait avant tout se trouver une place où il puisse se mettre un peu plus à son aise. Oui, voilà, à son aise. Il allait finalement devoir passer ici pas mal de temps. Combien il n'en avait pas la moindre idée et ne songeait pas davantage au fait qu'il aurait bientôt faim et soif. Il explora un peu les lieux. Il y avait là un fratras d'objets, par terre et en hauteur, des étagères pleines de classeurs et de dossiers qui ne servaient plus depuis bien longtemps, des bancs d'école empilés les uns sur les autres, avec des pupitres maculés d'encre, un chevalet auquel était suspendue une douzaine de cartes de géographie périmées, plusieurs tableaux noirs dont la surface écaillait, des poêles en fer rouillé, des agrès hors d'usage. Par exemple, un cheval d'arçon dont la housse de cuir était tellement craquelée que le rembourrage s'en échappait. Des médecines boules crevées, une pile de vieilles nattes de gymnastique tachées et, plus loin, plusieurs animaux empaillés à moitié mangés de mythes, parmi lesquels une grande chouette, un aigle royal et un renard. Tout un assortiment d'alambics, de chimie et de récipients en fer fêlé, une machine électrique, un squelette humain suspendu à une sorte de porte-manteau et nombre de cartons et de caisses remplies de vieux cahiers et de livres scolaires. Bastien se décida finalement à élire domicile sur la pile de vieilles nattes de gymnastique. Quand on s'allongeait dessus, on se sentait presque sur un sofa. Il la traîna sous la lucarne, là où il y avait le plus de lumière. Non loin étaient entassées quelques couvertures militaires grises, passablement poussiéreuses, il est vrai, et déchirées, mais néanmoins utilisables. Bastien les prit, il ôta son manteau mouillé et le suspendit au porte-manteau à côté du squelette. Pourquoi pas sur le squelette? Je plaisante.
titilla un peu, mais Bastien n'en avait pas peur, peut-être parce qu'il s'était familiarisé chez lui avec ce genre de choses. Il enleva aussi ses bottes détrempées en chaussettes. Il s'assit en tailleur sur les nattes de gymnastique et, comme un Indien, ramena ses épaules sur ses épaules les couvertures grises. À côté de lui était posé son cartable et le livre couleur de cuivre. Il songea que les autres, dans la salle de classe en dessous, assistaient justement en ce moment au cours d'allemand. Ils étaient peut-être en train de composer une rédaction sur quelque thème fastidieux à en mourir. Bastien considéra le livre. Oh, je voudrais bien savoir, se dit-il, ce qui se passe réellement dans ce livre. Tant qu'il est fermé, il y a là, bien sûr, que des lettres imprimées sur du papier, et pourtant, il doit bien se passer quelque chose, puisque, quand je l'ouvre, une histoire entière est là, d'un seul coup. Il y a des personnages que je ne connais pas encore, et il y a toutes sortes d'aventures. Tous les exploits et les combats possibles. Parfois surviennent des tempêtes, ou bien on se retrouve dans des villes et des pays étrangers. Tout cela est d'une façon ou d'une autre à l'intérieur du livre. Il faut le lire pour le vivre, c'est évident, mais c'est déjà dans le livre à l'avance. Je voudrais bien savoir comment. Et soudain, il se sentit baigné dans une atmosphère presque solennelle. Il s'assit confortablement, prit le livre, l'ouvrit à la première page et se mit à lire l'histoire sans fin. Nous serons arrivés au premier chapitre. Voilà. Et le premier chapitre sera le pays fantastique en péril. Mais je vais m'arrêter là parce que la vidéo est peut-être un peu longue. Merci de m'avoir peut-être écouté. J'espère que cela vous plaira, car il y a beaucoup de chapitres dans ce livre. J'espère que vous aimerez. Je vous fais de gros bisous. Gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Oui, je vous souhaite